Alors c'était un premier pas, enfin c'était plus qu'un pas, c'était vraiment une enjambée, là. D'avoir remporté ce procès me donnait place. Je l'aurais perdu, les Cassois ne m'auraient pas défendu. Déjà, ils avaient compris que bon, j'étais atypique, je parlais pas l'anglais, enfin, on ne parlait pas anglais. J'étais pour une femme, j'étais pas en jupe Vichy, mais en jean. Avec Michel, parfois, on se disputait pour dire autre chose. Et ça, c'est pas du tout missionnaire. Enfin, les Blancs ne se comportent pas comme ça. Donc, on était... Et ils ont réalisé, bon, parce qu'ils nous ont donné un terrain, et on a construit un loft d'artistes dans la jungle. C'était absolument sublime. Et là, ils nous ont vus travailler. Alors moi, enfin, c'est eux qui ont coupé les arbres, mais j'ai déraciné, mais je sais pas, 300 mètres carrés de surface. C'est énorme, vraiment énorme à la machette. Bon, et donc un loft sur pilotis avec des baies vitrées en moustiquaire qui donnaient sur la jungle. On avait des arbres habités par les esprits. Issa Nessé avec les paradisiers partout. C'était tellement beau. Coucher de soleil, tout était beau. Donc la rivière, on avait fait un bain romain, on avait au pied de l'arbre sacré. Là. On avait transformé, on avait un peu bloqué la rivière pour faire un peu de cascade quand même, mais on avait mis des grosses pierres pour pouvoir s'allonger. C'était absolument sublime, sublime. Et d'ailleurs, tous les Cassois venaient dormir à la maison, rien que parce que c'était calme, parce que c'était en pleine forêt. Et surtout les anciens, ils venaient tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, ça a été un point très très fort, c'est qu'en fait, non seulement grâce à la victoire, ce procès, je m'étais affranchie du pouvoir missionnaire, détachée, mais en même temps, les Cassois, en nous donnant ces terres, bon, pendant 6 mois, hein, il a fallu travailler pour construire cette maison. Physiquement, il nous donnait place. Enfin, je veux dire, on prenait place dans la forêt, quoi. Et puis le choix d'être en forêt, c'était pour eux très étrange. Normalement, j'aurais dû vouloir me mettre à côté de la piste d'atterrissage pour partir au plus vite. Et là, au contraire, je leur montrais que non, 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 moi j'allais encore plus loin, je préférais la forêt. Et donc, mes connaissances sur le monde apprivoisé que représentait Mouzoula me devenaient très familiers. Donc, j'arrivais à reconnaître toutes les cordylines, j'arrivais à distinguer toutes les plantes alimentaires. Les arbres, je commençais à reconnaître pas mal d'arbres. Je commençais à reconnaître les oiseaux par leur chant. Parce qu'en fait, la maison était dans la forêt. Et donc, on pouvait observer. Je veux dire, il y avait des fenêtres partout. Il y avait, des fenêtres, la moustiquaire partout. Et là, donc, j'avais les mots. Et même les missionnaires linguistes
ne disposait pas de mon vocable. C'est-à-dire que, comme moi, je travaillais sur les êtres de la forêt, et que c'est le monde des cassois, en fait, je disposais d'un lexique, mais considérable. Alors que eux, qui n'avaient pas le droit de se mélanger avec les cassois, qui n'avaient pas le droit d'aller quitter leur maison, etc., qui faisaient de la traduction comme un peu Bren Berlin, là, ils avaient construit une petite maison de 6 mètres carrés juste pour avoir un cassois qui venait traduire. Et à titre anecdotique, ils ont fini au bout de 25 ans la traduction de la Bible. Et les cassois n'utilisent pas la Bible en cassois, ils utilisent encore la Bible en pidgin, tellement ils ne comprennent rien à la langue cassois du missionnaire. Et qui demandent à l'ethnologue, tu voudrais pas nous traduire la Bible? Ce qui est trop drôle, quoi. Ça, c'est quand même une petite revanche. Et Audrico m'a beaucoup aidé, hein, parce que c'est lui qui m'a donné confiance au niveau phonétique. Comme j'étais justement entre l'allemand et le français, j'avais une oreille beaucoup plus fine que les Américains, en fait. Et on n'était pas d'accord avec le missionnaire sur le be, le peu, le gueux, le que, enfin bon. Et Audricourt m'avait rassuré, il m'avait dit si, parce que je m'étais permis de l'appeler quand j'étais. Pour lui confier mes soucis. Donc le fait de, ça y est, je commençais à parler le cassois, etc., à nommer les choses, à nommer les êtres de leur monde, qui composaient leur monde. Là, ils m'ont fait rentrer dans la forêt. C'est-à-dire que, je sais pas, donc après 6-7 mois, j'ai eu le droit de les suivre en forêt et de quitter ce village de Bouzoula. Parce qu'à chaque fois que je sortais, je tombais. Donc, ils voyaient bien que ça allait pas, quoi. J'étais pas du tout dans l'élément, dans mon élément. Et donc, ils ont attendu me voir évoluer, voir mon corps, comment il réagissait, comment il résistait. Donc, effectivement, entre la malaria, la méningite, les cytes, toutes les maladies inimaginables. Et là, à cette époque, je n'avais pas beaucoup de médicaments. C'est pas comme maintenant où on est remboursé, quoi. Mais enfin, le CNRS nous paye les médicaments. Mais à l'époque, pas du tout. Donc, et je soignais beaucoup les cassois, donc beaucoup de médicaments étaient partis aussi. Donc les infections, enfin tout. Donc je pense que c'est toute cette expérience que j'ai eue, qu'ils ont observé, ma résistance, que je parte pas, parce que les missionnaires, eux, partaient dès qu'il y avait un bobo. Moi, je restais, voilà. Je soulevais juste mon tronc là qui faisait escalier pour signifier que j'étais inaccessible, fatigué. Là, ils savaient que j'étais malade et qu'il fallait me laisser tranquille. Et effectivement, la première marche, qui a été une longue marche, au début, ça a été très très compliqué. Parce que, pas physiquement, parce qu'à l'époque j'étais très, très costaud et très musclé. Donc je portais même mon sac, etc. Mais c'était au niveau de l'appréhension de la forêt. C'est qu'en fait j'avais l'obsession de regarder mes pieds et c'est ce qui me faisait tomber. Et j'ai eu vraiment un déclic où à un moment on est arrivé dans un coin où des cochons sangliers ou apprivoisés avaient déterré le coin. Et donc c'était recouvert de racines qui étaient mises à nu. Et je regardais ça, mais d'un seul coup, ma vision était perturbée. Je n'arrivais plus à faire le zoom adéquat. Et je me suis arrêtée. Les cassois m'ont regardé, ils se disent « mais ça va ?» Je dis « oui, mais je ne vois plus. » Et il me dit « mais très bien, très bien. »
Et voilà, c'est tout. Ils me disent Naboro, continue et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder. Et je me suis mise à écouter. Alors bien sûr, tous les travaux de Steven Feld chez les Kaluli sur le paysage sonore, sur l'acoustémologie m'avaient beaucoup influencé. Michel étant guitariste de jazz, lui aussi les chants d'oiseaux, etc. Il composait avec, il jouait avec, etc. À la maison. Mais moi aussi, en fait, je réalisais que le monde dans lequel j'étais n'était pas gouverné par la perspective. Il n'y avait pas d'horizon, il n'y avait pas de ligne de fuite, comme on t'apprend à l'école. Quand tu fais du dessin, où il faut que tu arrêtes de faire du aplat, etc. Et en fait, les seules fuites, c'était fuites sonores. L'envol d'un oiseau soudain, crépitement d'un arbre, ou d'un seul coup un fou rire, parce qu'un cassois ou une cassois a failli trébucher, ce qui se fait pas, c'est pas normal. C'est il y a un esprit qui est en train de te taquiner. Ils sont trop habiles pour pouvoir tomber. Ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui les perturbe. Et effectivement, là, je me suis mise à marcher comme Peter Dwyer. C'est-à-dire beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ce que je faisais en 3 jours, 6 heures, à la fin, je le faisais en 6 heures. Mais vraiment, il y a eu une transformation mais extraordinaire. Mais même traverser les rivières à gué, c'était plus du tout... Et puis je connaissais le nom, j'apprenais le nom des rivières, et les Cassois sont très dans la narration, donc eux, ils n'ont pas de livre pour te raconter l'histoire de tel arbre ou l'histoire de tel animal. Donc on s'assoit et puis d'un seul coup, bing, 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 et ils vont te parler. Tel arbre, mais il était habité il y a 5 ans par le phalanger, le couscous phalanger, etc. Là, il y avait un couple de paradisiers, là, il y avait... Et ça s'anime, et ça s'anime, et ça s'anime. Et là, quelque chose a vraiment changé en moi. Et je pense que c'était aussi... Et bon, ça, je l'avais fait pour le colloque sur l'anthropologie, les anthropologues et leurs morts. C'est aussi quand j'ai renoncé à vouloir me perpétuer dans le mensonge de mon immortalité que tente à nous prêter l'Occident, enfin le monde moderne, en évacuant la mort de notre quotidien, etc., en les mettant à l'extérieur des villages, après des maisons. Et ce processus de décomposition qui était tellement... tu ne pouvais pas lutter. Donc, et ces cauchemars de mort de mes parents, de mes gens proches, de mes amis, en fait, j'ai réalisé que j'étais en train vraiment, effectivement, ce que me disait Philippe Descola, que j'étais en train de me déshabiller de moi pour commencer en train de m'habiller des autres, quoi, de me désidentifier. Et ce processus-là, qui est très lié à la mort, m'a permis de réaliser, de me rapprocher encore plus des Cassois, dans la mesure où, effectivement, la vie et la mort sont tellement imbriquées, mais vitalement. Je dirais, il y a quelque chose qui tombe, mais même un fruit, mais 3 jours plus tard, il y aura déjà une plantule. Autrement, des tonnes de fourmis, d'insectes, de trucs, qui vont venir décomposer, et réimaginer le monde et reconstruire le monde. Et donc, en fait, la mort était la vie était la mort. Et dans un mouvement, dans le mouvement, il n'y avait que le mouvement, en fait. Et qui était presque invisible,
qui était sonore. Bon, on pouvait voir hein, quand quelque chose pourrit, on le voit, on le sent aussi, hein, surtout quand c'est un animal. Ça sent très très fort. Mais ça m'a permis d'accéder à la dimension invisible de leur monde, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai pu effectivement me représenter, m'imaginer, me laisser porter par cet autre monde qui est le monde des esprits qui cohabitent leur monde. Parce qu'en fait, la mort et la vie sont tellement indissociables, elles sont tellement que ça laisse émerger la possibilité d'une autre dimension, instable. Et c'est ce que je qualifierais chez les Kassoas après d'ontologie ambivalente. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur monde, qui est déjà multiforme, multi-habitat, multi-espèces, maintenant on ne sait plus quel mot utiliser tellement on découvre que le monde est pluriel et pas habité que par des hommes. Donc oui, déjà avec une diversité d'êtres vivants, mais extraordinaire quand même. En plus avec sur 3 écosystèmes forestiers distincts, donc des basses terres jusqu'à basses montagnes. Ça veut dire des cascades, des torrents, des rivières, des fleuves, des ruisseaux. Enfin, c'est autant d'habitats pour les autres non humains, enfin, pour les existants. Et cela n'a pas suffi. C'est qu'à ce monde visible, d'une richesse extraordinaire, d'une agentivité à toute épreuve, vu que la mort et la vie sont très liées, sont toujours là, ensemble. Et je comprends parfaitement que pour les Kassoas, la mort n'est jamais considérée comme naturelle. Parce qu'en soi, ce n'est pas possible. La vie, même qui est en arrêt, continue à vivre à travers une autre matière. Et donc, les esprits, les morts, ils se réincarnent en oiseaux. Et on les entend chanter, et oui, c'est évident. Par exemple aussi, quand je suis retournée sur le terrain et qu'à la suite du décès de mon compagnon, qui lui, son surnom était celui du Calao noir, qui a une crête noire. Mais vraiment une crête, c'est vraiment le rocker de la jungle, quoi. C'est extraordinaire. Et il a un son, mais félin. Et Michel s'était acheté une vieille guitare chinoise, enfin une guitare chinoise tout simplement. Et il adorait, pour faire rire les Kassoas, jouer du Jimi Hendrix. Et les Kassoas étaient, ils riaient aux éclats. Pour eux, c'était des sons, mais complètement dingues. Et donc, il avait surnommé Huitain. Et quand je suis retournée sur le terrain, que j'ai annoncé aux Kassoas que Michel était décédé, quand Huitain a débarqué le soir et a chanté, enfin sifflé en survolant ma maison, les Kassoas ont dit, tu vois, Michel est là. Hein. Et oui. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'allais quelque part, il y avait un Huitain. Et pour les Kassoas, c'était une évidence qui me suivait, qui m'accompagnait. Et tu t'y prends au jeu. En fait, exactement parce que disait Peter Dwyer, quoi. C'est qu'on est tellement dedans, en dedans, l'autre est tellement présent sous toutes ses formes et sous tous ces modes d'expression, c'est-à-dire l'odeur, le son, la sensualité, enfin, le toucher.
que tout est possible en fait. Et c'est doux à l'idée, effectivement, quand on entend un couple de paradisiers qui vient faire sa danse nuptiale, de se dire, bon, bah là, c'est les esprits gibiers, là, les Issanécés qui sont en train de danser, ils organisent le rituel initiatique. Ah bah d'ailleurs, c'est eux qui nous ont donné le chant, etc. Et après, tout seul, on continue à penser et on réagit. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on se surprend aussi à réagir comme les Cassois, comme nous autres. Ça aussi, ça a été une expérience. Enfin, pour moi, ça a été plus beau que le premier jour. Quand je me suis surprise à rire et à pleurer pour les mêmes choses que les Cassois, quoi. Où vraiment on était en synchronicité. Enfin, je veux dire, on avait un humour qui s'était mis sur la même vibration. Les pleurs aussi, parce que bon, j'ai eu des morts. Enfin, pour le coup, ma grand-mère est décédée. Ça a été heureusement que les Cassois étaient là. Ils m'ont fait une cérémonie parce qu'ils trouvaient que c'était horrible de ne pas être devant le mort, parce qu'il faut voir le mort pour pouvoir faire le deuil. Donc, ils ont fait la cérémonie pour moi. Et donc là, de semaine en semaine, j'ai arpenté leur territoire et en fait j'étais la seule blanche, et je suis encore la seule blanche qui réalisait ça. Ils n'ont jamais vu une autre blanche traverser la forêt. Et j'avais ce côté aussi naturaliste. Alors je partais, bon, parce que j'avais adoré Lamarck, j'avais adoré... Bon, et puis Audricourt, quand même, qui m'avait... bon, j'étais pas bonne en botanique scientifique, mais en attendant, il fallait quand même que... Et Jacques Barrault, donc lui, m'avait initié au dessin. Alors, par exemple, pour la saison des pluies, où on ne peut pas sortir, je me suis mise à dessiner toutes mes plantes, parce que mes herbiers pourrissaient. Je n'arrivais pas à lutter contre l'humidité. Et même si j'embauchais les jeunes à mettre du bois, parce que j'avais fait une clé au-dessus du foyer pour réchauffer, mais j'avais 600, 700, 800, 900, c'était énorme. Donc ça pourrissait. Après, je l'ai fait parvenir à l'université de Papouasie, et puis ça a disparu, on ne sait pas comment. Et donc j'ai été contrainte à trouver le yashika. Je m'étais acheté une boîte pour développer les 6-6. Et donc le yashika était plein de champignons, donc je ne pouvais pas faire mon développement, ni de chambre noire. Et donc je me suis mise à dessiner toutes les plantes que j'herborisais. Et ça a été une expérience absolument formidable, quoi. C'est ça. Et j'avais honte, hein, parce que bon, Michel était un très bon dessinateur. Alors au début, alors j'avais que 2 cahiers à dessin, donc je divisais mes pages à 4, en 8, mais quelquefois j'avais une feuille qui mesurait 90 cm. Et comme je n'avais pas encore l'œil, d'un seul coup je débordais sur la case de l'autre. Mais de passer du temps intime avec ces plantes, à découvrir leur originalité, le petit poil rouge ici, les petits insectes cachés là, non seulement ça m'a permis de me mémoriser cette immense diversité qu'on ne voit pas, vu que je veux dire, les feuilles sont hyper hautes, on voit que les troncs. Et donc c'était quelque chose qui a eu un impact sur ma mémoire, mais aussi sur la sensibilité avec lesquelles les Cassois appréhendaient le végétal. Parce que je me retrouvais en fait comme eux, avec les mêmes réflexes, dire l'odeur, les couleurs.
c'est grâce à cela que j'ai découvert la logique des couleurs chez les Casois, qui est une logique structurante du monde, qui a ses fondements dans la mythologie, la cosmogénèse du monde. Les poils, enfin tous les détails, alors parce qu'en plus j'étais plus scrupuleuse que jamais, j'avais Audricourt au-dessus de moi et tout. C'est vrai, quand on a eu des maîtres aussi exigeants, on a un surmoi, c'est difficile, hein, d'avoir des gens que j'aimais. Enfin, tous ces chercheurs, je les ai vraiment aimés. Et ils composaient mon monde. Enfin, je veux dire, c'était pas des maîtres, c'était pas des gourous. Mais ils m'avaient transmis, pour moi, leur don était quelque chose d'une préciosité inégale. Et d'autant que par rapport à mes parents, justement, qui m'avaient peu transmis, et les affects un peu avec difficulté, là, j'avais des personnes qui m'avaient transmis gracieusement leur savoir, leur intelligence, leur connaissance, aussi leur cheminement. Et j'avais grandi grâce à tout ce que j'avais. Et c'est ce que je dis aux étudiants, hein. Quand vous allez découvrir l'autre, lisez de la poésie, écoutez de la musique, allez à l'opéra, marchez sur les mains, mais découvrez, parce que plus vous serez riche dans le questionnement que vous adresserez à l'autre. Là, on en revient à Audricourt, poser des questions intelligentes. Mais il n'y a que la richesse humaine, et d'où la dimension artistique, d'où la poésie, qui permet parfois tellement de mieux restituer nos expériences que notre écriture scientifique. Hein, et à l'heure d'aujourd'hui, plus personne ne lit de monographie. Donc on nous demande maintenant que d'écrire des articles. Un livre vaut moins qu'un article. Et les jeunes n'ont plus le temps de lire des livres. Donc aussi à nous de réinventer aussi pour garder de l'aura sur la société. Parce que bon, moi je me rappelle à mon époque, Maurice Godeillet, il était invité tout le temps à la radio, etc., sur l'homosexualité, sur ci, sur ça. Si c'était pas lui, c'était Françoise Héritier. Enfin, je veux dire, très engagé politiquement. Bon, il y avait aussi Bourdieu. Enfin, tout le monde était engagé à sa manière, et quand même, il y avait l'anthropologie avait vraiment une place qui n'est plus celle qu'elle a aujourd'hui. Mais c'est normal. Enfin, pour moi, c'est proportionnel à la mondialisation, à l'hégémonisation. Donc pourquoi aller si loin? Et de toute manière, avec le crédit carbone, on ne va plus pouvoir aller si loin. Mais oui, alors en tout cas, le dessin des plantes, c'est aussi ce rapport sensuel qu'amène le dessin et la rencontre intime entre mon corps et un bout de corps de la plante aussi. Et d'imaginer sa hauteur, sa stature, parce que je dessinais bien sûr sur mes carnets d'herborisation le tronc, etc., quels insectes. Enfin, je faisais bien, comme m'avait appris Audricourt.